C'est un peu... Ouais, alors moi j'ai une série de remarques qui feront peut-être question, mais alors la question du changement de culture m'intéresse beaucoup, je m'y suis intéressé. La bonne nouvelle, c'est que les outils, on les connaît. En fait, ils datent des années 70. La capacité à modéliser des croyances, des représentations du monde qui sont essentiellement ancrées dans des peurs, on les connaît, elles ont des niveaux, on peut soit, quand on reste dans un monde contraint, les adresser et faciliter les passages. Il y a 3 niveaux de changement. On force le changement, on injecte ou on importe une culture, ça peut être un récit, ou on crée les conditions du changement. Et dans ce niveau 3, changement de type 3, on connaît tous les outils en fait qui nous permettent de sortir de l'ego et de la peur. En réalité, ça raconte quoi? C'est que nous-mêmes, on doit changer de l'intérieur. Parce que là, on a beaucoup parlé d'efforts tournés vers l'extérieur. Et on a nos propres projections et nos propres peurs ici aussi, qu'on ne met pas sur la table et qui nous empêchent. Et un sujet qui me semble manquer, c'est la question du changement qu'on accepte de faire soi-même, au sens de dépasser ces paradigmes. En tout cas, ces outils permettent et le changement intérieur et le changement systémique. Il y a Robert Dilts, il y a Claire Graves, tous ces outils sont solides, ils sont connus, très bien documentés, et qui font des passages paradigmatiques, en fait, vraiment. Ça, c'est ma première remarque. Et là-dedans, il y a des paradoxes, pour le coup. C'est que dans ces changements et le changement type 2 et type 3, le récit est très bas. En fait, j'entends beaucoup l'idée, en fait, il faut changer de récit, il faut construire un nouvel imaginaire. Il y a une étude notamment de Brocken et Alwood en 2012 qui a identifié 13 leviers et le récit est parmi les plus bas. Parce que le récit arrive après l'expérience. On fait d'abord l'expérience de quelque chose qui nous transforme, et cette expérience, on la transforme en récit. C'est vrai aussi dans les grandes narrations religieuses. Il y a d'abord une expérience, et après on en fait un récit normatif. Mais le récit, il suit, il précède pas. Et pour moi, il y a un vrai paradoxe que j'aimerais un peu déconstruire ici, en fait. Il y a une question, un point que j'ai bien compris, c'est celui des finalités. Finalement, low-tech équivalerait à quelle est la finalité qu'on voudrait suivre. Et alors, elle pose la question des modèles d'affaires dans lesquels j'ai peu entendu de réponse claire, en fait. Il me semble, de ce que j'ai étudié, qu'on reste, quoi qu'il en coûte, somme toute dans une logique de moyens. Et tous les logiques de moyens produisent jamais les effets désirables exactement. Il y a des effets rebonds, etc., etc. Et qu'il faudrait passer vers une économie des effets qui finance des effets notamment. Et je serais curieux d'avoir votre avis sur cette perspective-là. Et mon dernier point, si mon téléphone se débloque. High-tech. C'est les 10 leviers de transfo de données amylose. J'aimerais le challenger aussi. Pourquoi? Parce que Donny Amylose est effectivement une personne qui a beaucoup travaillé sur le sujet, mais son dernier post de blog avant son décès, c'était quand même j'ai fait une erreur fondamentale, c'est de croire qu'on pouvait modéliser les systèmes complexes. En réalité, on ne peut pas, et son dernier post s'appelait Dancing with Systems, qui est une vraie leçon d'humilité, qui dit en fait on ne peut pas modéliser, on ne peut pas définir des trajectoires exactes. En fait, il faut apprendre à lâcher prise et composer avec le réel. Et on est plus proche des métaphores du vivant que d'approches techniques déterministes. Et donc, il faut être prudent. Ces leviers sont très puissants, mais ils sont insuffisants. Merci. Alors, je crois que... Ouais, je vais te laisser. Mais je crois que Thibaut, tu m'as dit que tu avais une contrainte. Il faut... Ok. Ben... Ok. Merci. Ouais, je vais réagir sur cette question de la culture parce que moi, c'est un sujet assez fondamental dans la démarche. Le slogan de Néoloco, c'est culture locale, changement total. Alors qu'on fait à la base, on vend du pain et des graines parce qu'en fait, c'est vraiment ce qui est au cœur du projet. Je connais pas exactement toutes les références dont vous avez parlé. Maintenant, moi, ce que je comprends des expériences qu'on a menées. Et il faut savoir qu'en fait, les expériences qu'on a menées, c'est une vraie gymnastique d'arriver à dépasser les croyances culturelles avec lesquelles on réfléchit. Et c'est vraiment la chose la plus difficile à faire parce qu'on est tous cernés par ce qu'on pense être la limite de nos connaissances et la limite des connaissances, etc. Et en fait, nous, Néoloco ne serait pas possible si on n'avait pas cette démarche systématique
de tout questionner. Et par exemple, l'exemple de la boulangerie est un super exemple. C'est pour ça qu'il y a tout un chapitre sur la boulangerie quand même. Le titre est Boulangerie solaire. C'est un domaine, par exemple, la boulangerie, il y a énormément de croyances. Et donc, moi, j'ai été voir plein de boulangers, les questionner, mais pourquoi tu pétris ta pâte? Des questions bêtes. Ouais, pourquoi tu pétris ta pâte? Bah, parce que sinon, ça marche pas sur du pain. Mais à quoi ça sert réellement? C'est quoi le processus biologique derrière, etc., etc., etc. Et en fait, typiquement, le processus de pétrissage de la pâte quand on fait des pains en levain, c'est une croyance. Il y a plein de boulangers qui font des pains en levain, qui pétrissent leur pâte, donc ont besoin d'un pétrin mécanique. En réalité, il n'y a pas besoin. Mais pour ça, il faut réussir à dépasser des systèmes de croyances. Et moi, il y a des boulangers qui sont venus en formation chez nous, 30 ans de métier, travail de nuit, etc., etc. Ça les rend dingues de voir qu'on sort du pain sans pétrir. Voilà. Et ça, c'est un exemple. Mais il y en a vraiment des centaines, et c'est tous les jours. En fait, moi, c'est ça ma matière de travail. Et c'est pour ça qu'on arrive à faire ce qu'on fait. Ce que je comprends de la culture, c'est que la culture, c'est un moyen de transmission de pratiques et de croyances qui évite de devoir se poser des questions existentielles tous les jours. Combien de fois on va manger aujourd'hui? On se re-questionne pas tous les jours combien de fois on va manger aujourd'hui. Comment on va se dire bonjour? À chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on se demande pas, on va discuter avant de parler, comment est-ce qu'on va se dire bonjour, etc. Comment est-ce qu'on se donne des tours de parole? Tout ça, on n'a pas que re-questionné, et c'est des choses qu'on a transmis culturellement. Et c'est très présent là, on pourrait trouver des centaines d'exemples dans la salle, mais dans chacun de nos métiers, on trouvera des choses qui se sont transmises culturellement. C'est ce qui explique par exemple qu'un boulanger qui travaille au feu de bois n'est pas le même métier qu'un boulanger qui travaille en four électrique, etc. Et puis des centaines d'exemples. Mais ça évite évidemment de pouvoir vivre ensemble et de dépenser énormément d'énergie sur des questions banales. Mais c'est ce qu'on a transmis culturellement. Il n'y a pas besoin de le re-questionner tant que le contexte qui a fait émerger les pratiques ne change pas. Mais à partir du moment où le contexte change, la méthode de transmission culturelle, par définition, ne transmet pas les raisons pour lesquelles on a ces pratiques. Et du coup, ça devient indispensable de les questionner. Et aujourd'hui, le contexte change. C'est ça le vrai sujet. C'est-à-dire que la plupart des pratiques culturelles qu'on a aujourd'hui, en tout cas qui posent problème, ont émergé dans les années, on va dire après la guerre globalement, et puis depuis le début de l'industrialisation, dans un contexte où après la guerre, il y avait des pénuries, il fallait standardiser les pratiques parce que, par exemple, dans la boulangerie, la généralisation du CAP boulangerie vient de là. Il y avait des pénuries de pain, c'était pas seulement à cause du blé, c'était aussi parce que les boulangers étaient morts sur le champ de bataille et on pouvait pas former un boulanger, l'envoyer dans un fournil comme le mien et qui sorte du pain en 2 semaines, c'est pas possible. Moi, vous prenez le boulanger du quartier le plus près, il mettra 6 mois avant de sortir du pain de mon fournil parce qu'on a des pratiques hyper adaptées, différentes. Et donc, le contexte change, donc il faut re-questionner les pratiques. Et c'est la chose la plus difficile. Et c'est là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, c'est que quand on commence à le faire, à partir de là, il y a des récits qui arrivent et on commence à comprendre pourquoi les choses sont faites comme elles sont faites aujourd'hui. Et on commence à pouvoir sélectionner les pratiques qui nous intéressent pour respecter les limites planétaires, etc., etc. Et voilà. Et un autre exemple. Pourquoi est-ce que aujourd'hui on en est à une douzaine d'artisans solaires en France? Alors que avant 2019 et que Néoloco naisse, il n'y en avait pas. C'est pas que la science a changé, les lois fondamentales de la physique n'ont pas évolué entre temps. C'est parce que les gens qui ont pu visiter Néoloco ont une représentation sociale de ce que c'est une boulangerie solaire. Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple aussi sur la torréfaction. Le problème des torréfacteurs aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'ils sont pieds et mains liés sur le gaz? C'est parce qu'il n'y a pas de représentation sociale de ce que c'est une torréfaction qui fonctionnerait sur une énergie intermittente. Mais à partir du moment où on peut visiter une activité existante, donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des exemples concrets à montrer, et ben là on acquiert une représentation sociale et les gens qui ont créé des activités de torréfaction solaire en France, ils ont passé une journée à Néoloco. Donc et là on touche vraiment le cœur du sujet, la technologie ne peut pas tout. Dernier exemple, après je passe la parole. Vous voulez inventer la meilleure voiture électrique du monde, la meilleure voiture à hydrogène du monde, vous pouvez enfermer 20 ingénieurs dans un laboratoire les mieux payés du monde, vous ferez jamais mieux que la personne qui arrive à repenser l'organisation pour supprimer des besoins de transport. Et là, et aujourd'hui, on est enfermé dans le schéma culturel qu'on va enfermer en ingénieurs, on va espérer sortir des solutions techniques pour une société du gaspillage qui, elle, ne va pas changer en fait.